Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Saiga 12K de la marque Tokyo Marui, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais mettre en tête à ceux qui ne l'ont pas remarqué avec ma dernière revue que Soyuz Gear a enfin ouvert son site marchand soyuzgear.com. Je vous le mets en description si vous souhaitez acheter votre gear russe neuf en toute sécurité. C'est selon moi chez eux qu'il faut aller. Mais on est ici pour parler de la Saiga 12K, le fusil à pompe semi-automatique de chez Tokyo Marui. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de me l'acheter parce que je ne joue quasiment jamais en CQB, ou en tout cas on va être très rarement sur de l'ultra CQB. Et lorsque les répliques ont une portée inférieure à 60 mètres, j'ai beaucoup de mal à m'y intéresser, d'autant plus qu'elles sont en GBBR. Alors moi je ne possédais aucune Tokyo Marui, cette Saiga 12K m'appartient. Je pense que je la revendrai dans un certain temps parce qu'elle ne correspond pas forcément à mon type de jeu, mais j'ai eu une excellente surprise. Alors, elle arrive dans une boîte sans surprise avec toute la finition et le soin que l'on peut connaître chez Tokyo Marui. À l'intérieur de cette boîte qui fait quasiment le vide tellement elle est ajustée, on va avoir un ensemble de notices de fonctionnement et d'utilisation que je ne vous détaille pas puisque d'autres revues ont pu le faire. Et dans ce carton, on va avoir cette Saiga qui nous arrive sur un papier de soie très très sympa. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment impressionnant le soin et le respect qu'il peut y avoir chez les Japonais pour leur clientèle. Et on va retrouver à la fois des billes, dans cette petite boîte. On va retrouver un système de débourrage et un système de chargement rapide que moi je ne trouve pas forcément efficace. Je vous parlerai du système GHK tout à l'heure. Et puis on aura un chargeur gaz, d'accord, un chargeur GBBR qui va pouvoir contenir 45 billes. Moi, j'aime pas trop les bourrer à mort et écraser les ressorts, mais il est donné pour 15 coups, puisqu'on est bien sur un fusil à pompe semi-automatique. Donc pompe, c'est un petit peu un abus de langage, et qui tire 3 billes par 3 billes avec 3 canons distincts, 3 joints et 3 sorties d'air au niveau du nozzle, ce qui d'ailleurs, on en parlera aussi tout à l'heure, pose des soucis lorsqu'on passe au chrony. Alors, on va avoir bien sûr en plus la Saiga en elle-même que l'on sort de la boîte comme un trésor parce que effectivement, moi je trouve que c'est un petit bijou. Je retire la boîte pour avoir un peu plus de place sans tout balancer. Voilà. Et la première impression, quand on regarde l'arrière, on a l'impression d'avoir une 104. On a la crosse type 104 rabattable, d'accord. On va avoir sur le côté gauche le rail latéral type AK, le sélecteur de tir à droite qui ne va pas permettre de passer en full auto. Donc on va avoir S et F pour Safe et Function, donc Safe et semi-automatique. Et on va avoir tout un tas de petits marquages. Donc jusqu'ici, on va être sur le gabarit d'une 104, même si sur la totalité, on va être sur la longueur plutôt d'une AKMS ou d'une AK-47, d'accord, ou d'une AKM, d'accord. Mais on est nettement plus long qu'une 104. Voilà, regardez au niveau du gabarit pour moi. Sur les premières impressions, on est sur un objet qui est très équilibré avec un poids qui est plutôt central, d'accord, déporté peut-être au niveau du sélecteur de tir, et un objet qui va être très léger avec très peu de déport sur l'avant, qui va être donc très agréable à manipuler, quel que soit le volume physique nécessaire lors d'une partie ou justement votre déficit physique personnel. Alors, sur le cache-flamme, on n'a rien de très foufou. Voilà, le canon typique pour tirer de la chevrotine ou du calibre 12. Le système d'engagement et de mire dont on parlera tout à l'heure. Le levier de culasse avec la petite trappe, là ici supplémentaire, regardez, dont on parlera aussi. Là ici, vous voyez, il y a une double trappe ici, on en parlera tout à l'heure lors de l'histo. Et puis une petite poignée fine type GBBR à la cote RS. Voilà, une petite délicatesse ici au niveau du bouton de rétention du cache-poussière. On a un petit bouton de sécurité supplémentaire
qu'il est nécessaire d'enfoncer pour pouvoir retirer le cache-poussière. On va avoir de très très jolis marquages, je ne sais pas si vous les verrez avec les reflets ici. Voilà, des jolis marquages pour les amoureux du marquage. On va avoir effectivement le numéro de série, écrit Saiga 12K en cyrillique. On va avoir le sigle de la marque Ismatch. C'est vraiment super sympa. De l'autre côté, on va avoir le marquage Tokyo Marui Made in Japan. Donc ça, pour les amoureux de RS, ce marquage-là, à moins de le poncer, vous ne pourrez pas le retirer. Et ici, vous allez avoir les marquages de calibre. Ici, voilà, toujours aussi précis. C'est très très agréable d'avoir ce réalisme au niveau des marquages. Alors, les chargeurs maintenant. On a des chargeurs qui sont balèzes, d'accord, mais dans lequel vous imaginez que l'on doit loger des cartouches de calibre 12. Donc forcément, ils sont plus larges et plus carrés que ceux du Naka. Ce sont des chargeurs sur lesquels vous allez avoir un petit bouton ici qui va vous permettre de supprimer la fonction d'arrêt de tir en fin de chargeur, ce que j'ai fait pour qu'on puisse faire le test de tir tout à l'heure. Donc moi, avec la boîte, j'ai un 45 billes qui me permet de tirer 15 coups. Moi, je préfère le remplir à 30 billes pour tirer 10 coups. Et j'ai acheté deux chargeurs 90 billes qui représentent donc 30 coups. On en parlera tout à l'heure aussi. Alors, au niveau de l'historique, la Saiga 12 est un fusil de chasse disponible dans une large gamme de configurations. Il s'inspire de la série de fusils Kalachnikov et doit son nom à l'antilope Saiga, originaire de Russie avec son drôle de pif que je vous mets en photo. Comme les variantes de fusils Kalachnikov, il s'agit d'une arme à feu à verrou rotatif, à piston à gaz à longue course, alimentée par un chargeur. Toutes les configurations Saiga 12 sont reconnaissables comme des armes de type Kalachnikov, puisqu'on va retrouver le sélecteur de tir dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le côté droit, le rail de montage optique sur le côté gauche qui va permettre d'installer sur un rail AK classique comme celui-ci, je vous montrerai ce que ça donne sur la réplique tout à l'heure, ou bien d'utiliser un PKA, voilà, comme celui-ci, et tous les systèmes avec rail de montage latéral. D'accord ? On retrouve le grand cache-poussière monté sur le dessus, maintenu en place par l'arrière de l'ensemble du ressort de rappel. Voilà, un grand classique. Les armes à feu Saiga sont destinées au marché intérieur civil en Russie et à l'exportation vers les marchés internationaux. Le Saiga 12 est fabriqué par le groupe Kalachnikov, qui fabrique également des Saiga 20, calibre 20, et des Saiga 410, calibre 410, ainsi que des fusils de chasse semi-automatiques Saiga, chambrés dans divers calibres de fusils à percussion centrale. Les forces armées russes utilisent une variante de fusil de combat appelée KSK. Ce type de fusil semi-automatique est notamment exploité pour la destruction de drones. Dans cette guerre que l'on observe aujourd'hui, dans cette guerre moderne où il y a énormément de drones, eh bien la capacité de détruire à la chevrotine un drone de combat, les mini-drones de combat, qui arrivent vers vos tranchées, c'est fondamental. Les cartouches de fusil de chasse étant presque 2 fois plus larges que les cartouches de 7,62 par 39 ou de 5,45 par 39 par ailleurs, la taille de l'orifice d'extraction sur le côté du cache-poussière a dû être augmentée. Cependant, comme le verrou devait rester de la même longueur pour s'adapter à l'intérieur du récepteur de la taille d'une type AK-47, la partie arrière du verrou est recouverte par un volet métallique. C'est ce dont je vous parlais ici, voyez. Là, on est sur le volet classique et là va reculer le sous-volet que je vous montrerai tout à l'heure sur le démontage. Cela permet de protéger l'arme de la saleté lorsque le verrou est en avant, mais la compression du ressort de recul pendant le tir déplace le volet vers l'arrière pour le dégagement des cartouches. La Saiga 12 est fabriquée dans plusieurs configurations différentes, allant des modèles de chasse de style plus traditionnel aux modèles de style militaire utilisant du matériel AK ou SVD. Toutes ces versions sont disponibles à l'achat par les civils en Russie après avoir demandé un permis d'arme à feu. Voilà, on est a priori plutôt sur un fusil de chasse semi-auto. Des chargeurs de 2, 5, 7, 8 et 12 cartouches sont disponibles, ainsi que des chargeurs à tambour de 10, 12 et 20 cartouches.
Je vous mets là à l'écran, je vous le remettrai aussi lorsqu'on parlera des customs, mais j'ai trouvé effectivement des types tambours compatibles pour la Saiga 12. Il y a quand même pas mal de customs possibles, hein. La configuration du chargeur est considérablement modifiée par rapport au fusil Kalachnikov, plus typique, afin de s'adapter à la cartouche de calibre 12 plus grande, ce qu'on retrouve dans le chargeur bien sûr de notre réplique. Récemment, une version nouvellement configurée du Saiga 12 a été introduite, appelée la Saiga Tactica Mode 040. Je vous l'ai mise en photo, c'est un peu particulier, entre le bois et l'aspect tactique, le Cobra et tout ça, moi je trouve ça un peu particulier, hein. Du coup, on retrouve un cache-poussière à charnière avec rail Picatinny pour le montage d'optique, un chargeur à 8 balles nouvellement conçu, qui est d'ailleurs pas compatible avec la version Saiga de base, hein. Cette conception semble remédier aux défauts fonctionnels du Saiga 12. Le système de chargeur traditionnel AK et les difficultés associées au chargeur ont été remplacés par un système d'insertion verticale, hein, comme on peut avoir sur les AR-15. Le cache-poussière à charnière avec rail Picatinny simplifie le montage des optiques et est plus proche de l'axe d'alésage, ce qui facilite le réglage des optiques. Alors maintenant, un petit mot sur les customs, parce que quand on regarde la réplique comme ça, on a l'arrière d'une 104, l'avant d'un fusil de chasse, et un système de visée qui est quand même super rudimentaire. Alors, je vous ai sélectionné deux sites. Le site de chez WeTech, je vous ai mis le lien en description, et le site de JK Army, voilà, c'est shop.jkarmy.com. Et allez y jeter un œil. On peut y trouver du garde-main, on peut aller y trouver du cache-flamme, des adaptateurs sur des garnitures, des systèmes de retour de capot. Vraiment énormément de choses. Je vous mets quelques photos de custom pour que vous ayez une idée. On peut vraiment faire des customs de l'espace avec ce type de réplique. Et ce qui est quand même, pour ceux qui aiment la customisation, parfois tout est propriétaire, on ne peut rien faire sans aller vers de l'impression 3D. Il y a aussi la possibilité d'avoir des customs 3D, mais si on veut juste faire des commandes, alors attention, il faut les payer les commandes, hein. On va dire on est à plus de 150 € pour tout ce qui est garniture alu, et puis après à chaque pièce on va être entre 25 et 50 € pour chaque pièce minime, donc il faut avoir envie de se faire un custom. Mais on peut se faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors la petite manipulation maintenant. Je vais me mettre le chargeur, voilà, il n'y a pas de bille dans le chargeur, hein. Et on a effectivement une légère surcharge de poids, mais au centre, lorsqu'on a mis le chargeur 30 coups, 90 billes. Vous voyez ce que ça donne au niveau de la forme. Moi, je ne trouve pas que ça déforme totalement l'aspect de la réplique. Au niveau de la prise en main, eh bien, on est vraiment sur un système d'engagement au niveau de la mire qui est très rudimentaire. On a deux ergots latéraux qui sont quand même très écartés, qui vont avoir beaucoup de mal à nous permettre de nous repérer au niveau de la dérive. Et on va avoir au niveau de la hausse une simple tétine avec une bague de réglage. Ici, vous voyez là on a une bague de réglage qui va nous permettre de travailler la hausse de cette petite tétine dorée là. Moi, j'ai fait quelques tests de tir. Je vous mettrai la vidéo tout à l'heure là sur Dynamite. Mon premier tir, je tire à côté, hein, d'accord? Parce qu'effectivement, au niveau de la dérive, c'est un petit peu au jugé. Au niveau de la hausse, on s'en sort à peu près parce qu'on tire en face de nous. Au niveau de la dérive, quand on est à 45-50 mètres, on peut rater sa cible, d'accord? Donc moi j'ai vu des collègues qui ont fait juste le petit custom pour poser un point rouge ou qui ont posé ce style de système, et je trouve ça plutôt pas mal. Alors je ne sais pas si je vais réussir à la monter rapidement sans faire de coupure. Eh ben si, voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai mis un petit vecteur optics, et là, effectivement, c'est très facile. Je trouve que l'optique est un peu proche de mon œil. Moi j'aime quand c'est un petit peu plus loin. Voilà, je me trouve un peu ramassé, mais sinon, quand on a le porte-plaque, parce que là, moi, je joue jamais en polo comme ça, hein, avec le porte-plaque, franchement, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc moi, je trouve que ça mérite un petit point rouge pour être plus efficace. Sinon, j'ai toujours l'habitude de dire qu'avec mes problèmes d'épaule et les appuis et les déports avant, c'est problématique. Là, non, super efficace, elle est très bien équilibrée. On est vraiment sur un objet très agréable que le long chargeur ne rend pas désagréable. Si j'utilise le chargeur court, regardez ce que ça donne au niveau du look. Voilà, ici c'est très compact, mais limite il est évasé en bas, je trouve ça moins beau. Voilà, je trouve ça moins beau. Moi je préfère avec le 90. Alors quelques chiffres maintenant, on est sur une réplique qui n'est pas donnée, hein.
Alors, pas que la réplique d'ailleurs, hein. On est sur une réplique qui est à 499,90 € chez Airsoft Entrepôt, 500 balles. Les chargeurs 45 billes sont aux alentours de 50 €. Les 90 billes sont aux alentours de 70 €. Donc, on est sur des tarifs élevés, hein. Alors, le chargeur de 45 billes, moi, j'évite de le bourrer, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai déjà des collègues qui, sur des GBBR, en écrasant trop fort les ressorts, ont créé du blocage. Donc, moi, j'évite de mettre les 45 billes. Gardez peut-être 5 billes de réserve. Il fait 908 mm de long, c'est-à-dire à peu près une AKMS, pour 3,140 kg. La culasse est effectivement mobile, je vous montrerai tout à l'heure. Et le sélecteur propose 2 positions, sécu et semi-automatique. Alors, un petit coup de démontage partiel, puisque vous savez que je déteste ça, même si là j'aurais pu, puisque eh bien, c'est ma réplique. Alors, pour le démontage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on appuie sur le petit bouton et on enfonce à l'arrière ici, sinon ça fait sécu, vous voyez, d'accord? Et ça permet de retirer le cache-poussière type AK, d'accord? Là, ici, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, vous voyez, on a 2 parties métalliques. Cette partie-là, c'est la partie supplémentaire dont je vous parlais, qui a été ajoutée pour effectivement adapter l'espace d'éjection des cartouches de calibre 12. L'éjection du ressort de rappel se fait très facilement en comprimant le ressort de rappel. Faites attention, le ressort de rappel va embarquer effectivement la pièce de protection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous la prenez avec vous, voilà, et je vous la montre, cette pièce supplémentaire qui se balade sur le guide ressort, ici, voilà, avec un petit buffer ressort à l'arrière qui va venir amortir les chocs de l'ensemble mobile, ici, voilà, cet ensemble mobile, je vous le montre, qui est suffisamment lourd, on en parlera tout à l'heure, pour apporter un kick très intéressant. À l'arrière, on a l'énorme nozzle qui va permettre eh bien, d'envoyer un volume d'air extrêmement intéressant. Faites attention à éviter les frottements. Faites en sorte que ça coulisse toujours parfaitement. L'entretien des GBBR est fondamental. On en parle régulièrement avec Vadim. Moi qui ne suis pas un amoureux de l'entretien, au moins quand je joue GBBR, eh bien, je fais attention. On repositionne dans l'autre sens, sans forcer, sans s'énerver. Une fois que l'ensemble mobile est renvoyé au fond de son logement, ensuite, on remet le ressort. Le guide ressort en faisant attention à ne pas endommager la petite pièce métallique supplémentaire. Et on vient se recaler à l'arrière, ici. Voilà, le système est de nouveau en position. On peut vérifier son fonctionnement. Voilà, écoutez le son. Franchement, pour une Tokyo Marui, j'ai manipulé une VFC il n'y a pas très longtemps là, sur bête de guerre. Franchement, la K74MN de chez VFC n'était pas plus satisfaisante que ça. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup progressé chez Tokyo Marui pour les sensations et la reproduction des sensations. Les GBBRistes, il y a quand même des détails comme cela. Vous voyez, il y a un recul qui est bien franc, qui cogne bien fort et qui sent bon sur le fonctionnement général. La remise en place du top cover est classique. Chez Tokyo Marui, ça se met mais smooth. C'est extraordinaire. Voilà. Moi, il n'y a pas à taper ou quoi que ce soit. Tout est millimétrique. C'est cher, mais c'est ajusté. Alors, on va faire maintenant les petits tests de fonctionnement en studio. Le test chronie, on va en parler maintenant parce que justement, moi sur Dynamite, j'ai été embêté. Vous imaginez en fait 3 canons, d'accord? Et face aux 3 canons, on va avoir 3 arrivées d'air. Ce volume d'air va se séparer en 3 canons, d'accord? Donc, moi je passe au chronie, le gars il me dit, bah ouais mais 3 billes ça va poser problème, on va pas réussir à mesurer, est-ce que tu peux pas en mettre qu'une? J'ai dit mais le problème, c'est qu'il y a de l'air qui va contourner par les 2 autres canons, et cette bille-là, elle sera au mieux propulsée que par un tiers de l'air. Donc, c'est pas fiable. Moi, j'aurais pu lui dire, oui, il n'y a pas de problème, je serais sorti à 200 fps, il me laissait tranquille, mais j'étais obligé de lui répondre honnêtement. Bien. Alors,
Il m'a demandé si elle était sortie de boîte. Je lui ai dit oui, que je l'avais sortie de boîte. Il m'a fait confiance. On a quand même passé les 3 billes et on a vu que bon an, mal an, on n'avait quand même pas des valeurs trop élevées. Alors, ce sur quoi je vous alerte, c'est que bien sûr qu'on est sur une réplique qui est donnée pour 300 FPS. Mais à la sortie, il faut penser aux copains. Pourquoi je dis qu'il faut penser aux copains? Parce que la douleur que l'on ressent, ce n'est pas juste la vitesse de la bille. Bien sûr, c'est la vitesse de la bille, c'est le poids de la bille, et à l'impact, c'est la dispersion de l'énergie cinétique. C'est ça qui fait mal. D'accord? Là, il faut imaginer qu'à bout portant, si vous envoyez 3 billes de 0,30 ou 3 billes de 0,32 et qu'elles touchent les 3 au même endroit, d'accord, sur un rond comme ça, l'impact sur un rond comme ça, c'est 3 billes de 0,32. C'est comme s'il avait pris une rafale synchronisée. Et même si elle a 300 FPS, c'est violent. D'accord? Donc, ok, c'est 300 FPS, mais on balance 3 billes. Donc, pour moi, tirer à bout portant avec en CQB, c'est pas carré. C'est pas sérieux. D'accord? Je trouve que ça manque de respect des collègues. Soit on s'en fiche de ce qu'on fait aux collègues, et moi, pas de problème, on se met tous d'accord. Soit effectivement, on a en tête cette problématique-là, et même en CQB, on fait la transition, on tire, et ça, on l'utilise quand on est à 6-7 mètres. Même en ultra CQB, il y a des moments à 6-7 mètres, dans des montées d'escalier, notamment à l'ultra CQB de Brie-contre-Aubert. On n'est pas obligé à 40 cm de balancer 3 billes à bout portant. D'ailleurs, souvent, dans les CQB, on nous demande de baisser fortement le grammage, quasiment jusqu'à la 0,23, notamment sur les fusils à pompe. Alors, le petit test dont on parlait tout à l'heure, j'ai mis la position ici du chargeur. Regardez ici, on a un chargeur avec une tige qui bloque, ok. Et lorsque j'actionne, alors je vais retirer ça parce que j'y vois plus rien, la petite patte sur le côté, là ici, eh bien ici on va avoir, vous voyez là, comme cette petite barre bouge, eh bien, on va avoir une libération du système d'arrêt de tir en fin de chargeur, ce qui me permet de faire les tests sans tirer dans le studio. Hein. Allez, c'est parti. Il n'y a donc pas de billes, mais je mets mes lunettes quand même. Voilà. Ah ouais, c'est toujours le chargement qui peut être problématique. On arme, on est bien descendu, on est en semi, et c'est parti. Voilà. Le kick, là, par exemple, mon kick, il est... Alors, je suis sur du 130 PSI. C'est-à-dire qu'en plus, je ne suis pas monté très très haut. Il fait 16 degrés dans mon studio, d'accord? J'ai plus de kick qu'avec mon AK-74 GHK. Nettement plus de kick. Hein. Le bruit est très très fort. Le kick est très très franc. On a une belle réactivité. C'est super agréable. C'est hyper impressionnant pour un jouet. C'est vraiment très très agréable. Donc de ce point de vue-là, je vous l'ai dit, enfin, vous sentez que je suis conquis. C'est vraiment un petit bijou de technologie. J'espère qu'il n'y aura pas de défaut de fonctionnement et de la casse. C'est pour ça que je joue vraiment, moi, avec des gaz extrêmement bas sur Tokyo Marui. En l'occurrence, même quand le gaz est bas, on a une efficacité qui est remarquable sur ce genre de réplique. Sur la question de la portée des tirs, j'avais fait des tirs dans mon terrain à la 0,25 avec les hop-up qui sont non réglables. Ça peut être un petit peu dommage, bon, c'est comme ça, en tout cas ça fonctionne bien. À la 0,25, ça partait vraiment trop haut, quoi. C'est injouable à la 0,25, sauf encore une fois, si vous jouez en ultra CQB, vous pouvez jouer à la 0,20. Hein. Si vous engagez à moins de 5 mètres, à la 0,20, ça n'a pas le temps de lever. Hein. Et au moins, vous protégez les camarades. Bien. Et à la 0,30, je trouvais que la vitesse de la bille commençait à ne pas être forcément intéressante. À la 0,28, c'était optimisé. Je vous mets une petite vidéo très rapide des tests que j'ai fait sur le terrain de dynamite et on en parle juste après. Alors on est aujourd'hui sur le terrain de dynamite pour faire le test de tir de la Saiga 12 de chez Tokyo Marui. Je vais faire quelques tirs vers un bidon rouillé qui est sur ma gauche à environ 45 mètres. C'est un tir 3 billes par 3 billes et on va voir ce que ça va donner. En position ? Oui, c'est bon.
Alors vous avez vu sur les tests de tir, comme je vous l'avais annoncé, le premier tir, je tire à côté. Pourtant c'est un bidon, hein, mais bon, je tire à côté. Et ensuite j'ai pu enchaîner, vous avez entendu les impacts même à 45 mètres dans le métal. Quand je fais des séries de 2 tirs ou de 3 tirs, ça veut dire que le gars en face il prend 6 billes ou il prend 9 billes. Bling bling, bling bling bling, ça fait vraiment des grappes à l'arrivée quoi. Donc il faut anticiper là-dessus. Le groupement, et vous entendez la vitesse d'arrivée des billes. Sur l'arche comme ça, 45 mètres, les billes, elles arrivent quasiment comme un point, hein, d'accord? Donc on a un très très beau groupement à 45 mètres, c'est impressionnant. Du coup, vous allez avoir un impact important à 45 mètres. Faites attention. Je vous ai parlé là tout à l'heure de ce que j'utilisais pour les chargeurs. Voilà, j'ai ce système que j'ai acheté sur WGC Shop avec un petit piston. On met les billes à l'intérieur. C'est une poutre en fait en alu, un petit piston en alu, avec au bout un chargeur qui est adapté à GHK. On le met à l'avant, d'accord, et on va rentrer les billes très facilement. Voilà, je voulais vous montrer ce petit objet-là. J'essaierai de le retrouver pour savoir s'il est encore disponible et vous le mettre aussi en description. Alors maintenant, on va faire les plus et les moins. Alors les moins, il n'y a pas de surprise, le prix. On est presque à 500 € la réplique, 70 € par chargeur de 90. Ça veut dire que sur la table, pour avoir 3 chargeurs, une autonomie de 75 coups, il y en a pour 640 €. D'accord? Moi, je n'ai pas voulu prendre plus de chargeurs parce que je n'étais pas certain de conserver cette réplique, mais j'en ai quand même pour 640 €. Donc, ouais, il faut être prêt, hein. La deuxième chose, on entend beaucoup parler, c'est l'encombrement des chargeurs. Alors nous, les russophiles, on n'est pas forcément gênés par rapport à ça. Donc ça, c'est ma petite Warbelt de chez SSO. Sur le côté gauche, j'ai un double chargeur AK. Je prends le plus gros des chargeurs, c'est-à-dire le 90 billes. Il rentre sans forcer dans une double poche AK et ça se referme sans forcer. Nickel, d'accord? Regardez. Donc, pour tout ce qui est installation dans de la double poche AK, alors simple poche, poche taco, tout ça, pas possible, hein. Mais dans de la double poche AK, aucun problème. Donc vous pouvez parfaitement, sur la Warbelt, installer vos chargeurs de Saiga 12 sans avoir à investir dans des chargeurs de M14 ou de 308 ou je ne sais pas quoi, de ce que je peux lire sur les réseaux. Là, nous, les Russos, il n'y aura pas de problème, nos poches sont compatibles. D'accord? En dehors de ça, moi, je ne peux pas vous parler d'autres points négatifs. Et je dirais que les 500 € et l'encombrement, l'encombrement, c'est normal, puisqu'il y a des gros chargeurs, c'est RS au niveau des cotes, et le prix, bah ouais, les GBBR, c'est plus cher, et Tokyo Marui, c'est particulièrement cher. Les plus, la rareté, la finition, les marquages, la reproduction du fonctionnement, l'excellence du kick, la possibilité de custom qui est vraiment considérable, la portée pour un semi-automatique 3 coups GBBR, la précision, la constance de la qualité de tir, tu n'en as pas un par là, un par là, un par là, d'accord? Le groupement à 45 mètres, l'excellent ratio fonctionnement et puissance du gaz utilisé qui permet de protéger la mécanique en utilisant des gaz faibles sans négocier la portée de tir et l'efficacité, la résistance au froid et au cooldown, et je ne vous l'ai pas montré, mais on a en plus des indicateurs de température sur les chargeurs qui permettent de prendre des repères, je vais faire des petites études, de prendre des repères et de savoir à quel moment on passe aux 150 PSI, peut-être aux 175 PSI quand il fait très très froid, mais je ne voudrais pas endommager des pièces à l'intérieur de cette Saiga 12, sachant que sur les sites que je vous ai cités précédemment, eh bien, il y a la possibilité de changer l'interne aussi pour des pièces en acier, notamment grâce à la marque 5KU qui est référencée sur ces sites, et on peut avoir tout un tas de pièces en interne qui sont en acier. Parce qu'en effet, on est sur une réplique sur laquelle il y a très très peu d'acier. En interne, pour ainsi dire, rien en dehors des ressorts. En externe, on va avoir le top cover, le sélecteur, même le corps n'est pas en acier. On va avoir le ponté, quelques petites pièces. Sinon, en dehors des petites attaches sangles ou même pas effectivement la plaque de couche arrière, on a vraiment quasiment que de l'aluminium sur cette réplique. Heureusement, au moins, ils ont, au niveau des passants de sangle, ils ont mis de l'acier. Mais on est sur une réplique qui est quasiment full alu, hein. L'interne, il n'y a quasiment pas d'acier. Donc attention au risque de casse
Si vous faites des upgrades inconsidérés, moi je considère que sur Tokyo Marui, il ne faut pas faire d'upgrade. D'accord? Il faut la laisser comme elle est et utiliser autant que faire se peut des gaz basse pression. Sinon, vous allez l'endommager. D'accord? Bien, on arrive à la fin de cette revue. Je sais que je n'ai pas du tout été le premier à la faire parce que ça ne m'intéresse pas. De me précipiter pour avoir un maximum de vues, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans ce fonctionnement-là, fonctionnement que je ne critique pas par ailleurs. Donc j'ai pris mon temps de me l'acheter, de la jouer, de la tester, de vous faire une petite vidéo. On est sur un objet qui est cher, qui est exclusif, mais qui est un bijou et qui est remarquable. Moi, je suis vraiment très très impressionné par le travail qui a été effectué par Tokyo Marui, une marque à laquelle je m'intéresse de plus en plus parce que je suis de plus en plus déçu par GHK. Et dans l'attente d'une V2 de la K74MN VFC, je trouve qu'on n'a plus vraiment d'autres options sur le GBBR fiable, entre guillemets, haut de gamme. On arrive dans une période qui va être progressivement hivernale. Je sortirai, j'espère, dans pas trop de temps, mon petit rétex sur mon OP bête de guerre que j'ai vraiment adoré. Et on est déjà tous en train de se préparer au niveau de la team pour Cold Response 3. J'espère qu'on sera nombreux à s'y retrouver. Il commence à y avoir une petite communauté russo qui se retrouve sur chaque OP et c'est bien sympa. D'ici là, on n'oublie pas qu'on pratique un loisir, donc on se met en sécurité, on se fait plaisir et on se prend pas la tête. Allez, au revoir.